Les cris avaient commencé avant minuit. Pas le son de la douleur. Quelque chose de pire. Un son, comme celui d'un animal perçant l'esprit. Le genre de cri qui fait que les gardes se collent contre les murs, parce qu'ils ne veulent plus l'entendre, mais qu'ils ne peuvent y échapper. Dans les couloirs de pierre du palais, il résonnait à travers les quartiers des femmes du palais de Golastan, en 1847. Et chaque princesse, chaque concubine, chaque servante à l'intérieur de ces murs savait exactement ce que cela signifiait. Une autre mourait, à l'intérieur d'elle-même. La fille s'appelait Qajar. Princesse Zara, 16 ans, fille d'Acha, petite fille de dynastie, qui avait régné sur la Perse pendant des siècles. À l'aube, elle serait l'épouse d'un homme qui l'avait payée avec 3 provinces. À minuit, elle avait déjà perdu quelque chose qui ne pourrait jamais être racheté. Sa capacité de faire confiance, de sentir son propre corps, comme quelque chose de séparé de la violation, de dormir sans se réveiller en convulsion, à 3 heures du matin, sans souvenir de cauchemar, mais avec la certitude que quelque chose d'irréversible s'était produit. Les femmes qui l'avaient préparée pour cette nuit étaient assises dans la chambre adjacente, buvant du thé, sans se regarder. Elles avaient déjà fait cela. Auparavant, elles le referaient. Ce qu'elles avaient orchestré, au cours des 6 derniers mois, n'était pas une préparation à l'amour. Ce n'était pas un entraînement à l'étiquette. C'était une destruction psychologique systématique, déguisée en tradition, et le secret le mieux gardé de l'Empire. Si vous aimez ces histoires sombres, laissez un like, abonnez-vous et commentez ci-dessous. D'où vous écoutez? Je suis sincèrement curieux de savoir quelle partie du monde entend ces récits, destinés à rester enterrés pour toujours. Parce que la vérité n'appartient pas aux archives, elle appartient à vos oreilles, à votre compréhension, à ce refus collectif de laisser les empires effacer les souffrances qu'ils ont infligées. C'est ce qui est arrivé aux mariées de la cour perse. C'est ce qu'elles craignaient, plus que la mort elle-même. Et c'est ce rituel qui a brisé tant de jeunes femmes, que les historiens ne peuvent toujours pas s'accorder sur le nombre de celles qui n'ont pas survécu mentalement intactes. Dans les cours ottomanes et Qajar, au XVIIIe et XIXe siècle, les filles royales faisaient face à une terreur qui n'avait rien à voir avec l'amour, et tout avec le contrôle. Le processus de préparation, soigneusement gardé secret, enregistré dans des documents codés, éparpillés dans les archives des palais, était conçu pour une seule chose, effacer la jeune fille et la remplacer par un instrument de soumission. Au moment où Zara marchait vers les appartements de son mari, cette nuit de novembre 1847, sa propre volonté avait été retirée, comme par chirurgie. La nuit de noces n'était pas sa peur. La nuit de noces était inévitable. Ce qui l'avait détruite, c'étaient les 6 mois qui l'avaient précédée. La dynastie Qajar régna sur la Perse, de 1785 à 1925. Pendant 140 ans, ils contrôlèrent un empire qui s'étendait de la mer Caspienne au golfe Persique, des déserts du Belouistan aux montagnes de l'Azerbaïdjan. Ils ont commandé des palais qui défiaient l'architecture, accumulé des trésors qui ont ruiné leurs concurrents, consolidé le pouvoir par la conquête et la diplomatie. Mais comme tous les empires bâtis sur la domination, les Qajar comprenaient quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Ils ne nécessitent pas seulement la force, mais l'effacement complet de toute résistance. Et nulle part cela n'était appliqué de manière plus systématique qu'aux femmes de la famille royale. Une fille du Shah ne naissait pas dans le privilège tel que les Occidentaux le comprenaient. Elle naissait dans une transaction. Son corps était une monnaie politique. Son mariage, une politique d'État. Sa volonté était sans importance. Dès le moment de sa conception,
Au moment où un roi décidait de s'unir à un général militaire pour sécuriser une alliance avec une province voisine, ou pour récompenser un ministre loyal, il donnait sa fille pour sceller l'accord. La fille elle-même n'avait aucune voix dans cet arrangement. Elle a appris cette vérité tôt. Elle l'a apprise en regardant ses sœurs, ses cousines, ses tantes disparaître dans des palais appartenant à des hommes inconnus. Elle l'a apprise par la certitude absolue dans la voix de chaque adulte lorsqu'il disait « C'est ton devoir ». Mais connaissance et préparation, ce n'était pas la même chose. Une fille pouvait connaître son destin et être brisée lorsqu'il commençait. La désignation de Zara est arrivée. Un après-midi de printemps, 1847. Elle avait 14 ans. La décision avait été prise dans une salle du conseil, à laquelle elle n'était jamais autorisée à entrer, discutée entre des hommes qu'elle connaissait à peine, finalisée avec la rapidité de l'exécution. Son futur mari était Mira Hassan Khan, un commandant militaire, issu d'une famille possédant de vastes terres dans le nord. Il avait 43 ans. Il avait été marié 2 fois auparavant. Les 2 épouses précédentes étaient mortes. L'une des complications de l'accouchement, l'autre de ce que les archives du palais décrivaient vaguement comme la mélancolie. Zara était sa 3e épouse, choisie parce que son sang était suffisamment royal pour garantir que tous les fils nés porteraient la légitimité dont il avait besoin pour accéder à un rang supérieur. Personne ne lui expliqua cela directement. Elle l'entendit par les servantes, par des fragments de conversation entre femmes plus âgées, par le changement soudain dans la manière dont on la traitait. Une fois ses fiançailles annoncées, la distance polie s'accrut, les règles devinrent plus rigides. Là où elle avait joui d'une certaine liberté dans le palais, la capacité de circuler entre les chambres, de passer du temps dans les jardins, d'étudier des manuscrits à la bibliothèque. Soudain, des restrictions apparurent. Une ancienne unique la suivait partout. Elle n'était plus autorisée à parler familièrement avec les serviteurs masculins. Ses vêtements changèrent. Son emploi du temps changea. Toute son existence sembla se concentrer en un seul point. La préparation pour la nuit de noces. C'est là que la véritable destruction commença. Les femmes chargées de sa préparation étaient anciennes à ses yeux. Bien que certaines n'aient à peine 40 ans, elles avaient des titres, surveillantes des mariés, maîtresses du rituel, gardiennes de la bienséance. Mais leurs fonctions étaient plus précises que leurs titres ne le suggéraient. Elles étaient les architectes de l'Erasia. Elles savaient, avec la précision d'ingénieurs, exactement quelle pression psychologique briserait la capacité d'une jeune femme à penser de manière autonome, et elles appliquaient ces pressions, systématiquement, méthodiquement, avec l'efficacité calme de quelqu'un accomplissant une tâche, perfectionnée par la répétition. Le premier changement fut sa voix. Pendant 6 mois, le vocabulaire de Zara fut délibérément réduit. Elle n'était autorisée à parler que pour répondre à des questions directes. Dans ses réponses, elle se voyait limitée à des phrases formelles d'accord, d'excuses, de gratitude et de demandes. Oui, comme vous le souhaitez. Pardonnez mon insuffisance. Merci pour votre bonté. Avec votre permission, puis-je? Tout au-delà était puni rapidement, pas par la violence physique, bien que cela vint plus tard. D'abord, ce fut l'isolement. Parler hors de son tour signifiait passer le reste de la journée seul dans sa chambre. Cela signifiait être exclu des repas. Cela signifiait que les autres jeunes filles impliquées dans la préparation, il y en avait toujours d'autres. Toujours des filles à différents stades du processus de brisement, recevraient l'instruction de la traiter avec un mépris visible. La logique ici était dévastatrice de simplicité et dévastatrice d'efficacité. Le langage est l'outil principal que les humains utilisent pour maintenir un sentiment de continuité et d'identité.
Quand vous pouvez exprimer vos pensées, vous renforcez votre sens de vous-même. Vous maintenez une cohérence interne. Vous vous souvenez de qui vous êtes. En restreignant le langage de Zara à 43 phrases autorisées, le système ne contrôlait pas seulement sa communication. Il démantelait sa capacité à penser des pensées complexes. Elle ne pouvait pas articuler sa peur. Alors la peur se calcifia à l'intérieur d'elle. Elle ne pouvait pas exprimer sa confusion. Alors la confusion devint son état de base. Elle ne pouvait pas se défendre verbalement. Alors la vulnérabilité verbale s'ancra comme normale. Les autres jeunes filles entraînées à ses côtés, il y en avait 7. À différents moments, pendant les 6 mois de préparation de Zara, devinrent une partie cruciale du système. Paradoxalement, leur présence empirait tout. Elles étaient sa seule source potentielle de réconfort, d'expérience partagée, de quelqu'un qui pourrait comprendre ce qu'elle endurait. Et pourtant, elles avaient été soigneusement positionnées contre elle. Lorsqu'une des filles transgressait les règles de parole, elle n'était pas seulement punie, elle était blâmée par les autres, à qui l'on avait dit que la non-conformité d'une seule fille menaçait toute leur préparation. Cela créait une dynamique perverse, où les jeunes filles étaient forcées de se surveiller mutuellement, de se voir non pas comme des alliés, mais comme des menaces. Zara regarda une fille nommée Saria tenter de réconforter une autre fille qui était clairement en pleine crise de panique. Les deux furent isolés immédiatement. On dit à Saria qu'elle compromettait le conditionnement nécessaire de l'autre fille. On dit à l'autre fille que la sympathie de Saria était une faiblesse. Le lendemain, elles étaient à peine capables de se regarder. Zara apprit parfaitement la leçon. La connexion était dangereuse. Les autres ne pouvaient pas être dignes de confiance. La seule réponse sûre était l'obéissance et la distance. La psychologie était parfaite. Dans un palais où elle n'avait aucun membre de sa famille proche, où chaque adulte avait reçu l'instruction de maintenir une distance formelle, où ses seules compagnes étaient d'autres filles effrayées. L'exclusion sociale devint une forme d'anéantissement psychologique. En quelques semaines, elle cessa de parler volontairement. Elle répondait quand c'était requis. Sinon, le silence. Son esprit remplissait le silence. De récits de plus en plus sombres, elle commença à interpréter chaque regard des femmes plus âgées comme un jugement. Elle entendait des instructions et des commentaires anodins et devenait hypervigilante, scrutant chaque interaction à la recherche de preuves qu'elle échouait à un test invisible. Puis elles vinrent pour son corps. L'entraînement au mouvement était différent de tout ce qu'elle avait jamais rencontré. Ses tutrices avant ses fiançailles lui avaient appris à se mouvoir avec grâce, à entrer dans une pièce avec élégance, à se tenir avec la dignité appropriée à son rang. C'était autre chose, entièrement autre. C'était la destruction systématique de sa capacité à se mouvoir avec confiance ou autonomie. C'était la programmation délibérée de son être physique. Pour exprimer une soumission permanente, elle devait passer 3 heures, chaque matin, à pratiquer ce que les femmes plus âgées appelaient les 8 mouvements de soumission. Ce n'étaient pas de simples gestes. Chacun était chorégraphié avec une précision obsessive, chacun conçu pour exprimer un type spécifique de subordination. Le salut incliné, où les yeux doivent tomber avant que le torse ne se plie. Le salut de service, où vous vous abaissez d'une position de pouvoir à une position de réception. Le salut de retrait, où vous reculez sans jamais tourner le dos. Une impossibilité physique, qui exigeait des corrections constantes, des échecs constants, des humiliations constantes. L'angle de son cou devait être exact, incliné à précisément 30 degrés en présence de l'autorité, pas 35 degrés, ce qui serait trop soumis et suggérerait une faiblesse, pas 25 degrés, ce qui serait insuffisamment différentiel, exactement 30 degrés. Ses mains ne pouvaient jamais s'élever au-dessus de son cœur. Ses pas devaient être petits,
Prudence, insertance. Pas plus long que la longueur de son propre pied à chaque foulée. On lui enseigna à se mouvoir de façon à paraître physiquement plus petite, moins menaçante, moins susceptible d'occuper de l'espace. L'objectif était d'entraîner son corps à exprimer la subordination au niveau neurologique, afin que lorsqu'elle entrerait en présence de son mari, son corps adopterait automatiquement une posture de soumission, avant même que son esprit conscient ne puisse enregistrer ce qui se passait. Heure après heure, elle répétait ses mouvements. Ses muscles souffraient, son esprit s'engourdissait. Les mouvements répétitifs créaient un état de transe, peut-être intentionnel, peut-être simplement la conséquence naturelle de l'entraînement jusqu'à ce que les mouvements deviennent automatiques. Les femmes plus âgées restaient là, observant, avec la patience de personnes accomplissant un travail qu'elle comprenait parfaitement, corrigeant occasionnellement sa position avec des mots tranchants ou des ajustements physiques de ses membres. « Ta colonne est trop droite !» Zanab grognait et poussait le dos de Zara vers le bas, la forçant à adopter une posture plus courbée. « Tu n'es pas encore assez brisée ?» Encore et encore. Mariam tournait autour d'elle, comme si elle évaluait du bétail. « Tes yeux sont trop directs. Regarde en bas, toujours en bas. Que cherches-tu à faire, le défier? Veux-tu détruire ce mariage avant même qu'il ne commence ?» D'autres corrections étaient accompagnées d'humiliations explicites, lorsque le pas de Zara était trop confiant, suggérant qu'un petit fragment de sa propre volonté subsistait. On la faisait répéter le mouvement, pendant que toutes les autres filles étaient convoquées pour observer. « Regardez ceci !» annonçait Zab. « Voilà ce qui arrive lorsqu'une mariée oublie sa place. Ceci est le mouvement de quelqu'un de trop fier pour comprendre la soumission. Nous devrons répéter cet entraînement jusqu'à ce qu'elle apprenne l'humilité, le poids psychologique d'être constamment observé, constamment corrigé, constamment rappelé à l'échec. » S'accumulait jour après jour. Zara commença à percevoir son propre corps comme une trahison. Ses muscles ne tenaient pas la position correcte. Son cou ne s'inclinait pas correctement. Ses yeux ne regardaient pas suffisamment vers le bas avec conviction. Elle échouait à la seule chose sur laquelle elle était désormais autorisée à se concentrer, l'expression physique de sa propre insignifiance. Ce qu'elle apprenait au plus profond de ses muscles, c'était la grammaire physique de l'impuissance. Le corps, s'il est entraîné de manière répétitive, internalise les messages qu'on l'oblige à exécuter. Les études sur les survivants de traumatisme montrent que le corps se souvient de la coercition, d'une manière que l'esprit essaie parfois d'oublier. Les muscles développent des schémas de tension, de retrait. Le système nerveux autonome apprend à entrer dans des états de soumission, en entraînant son corps à se mouvoir de ces manières spécifiques. Le système ne lui enseignait pas seulement comment se comporter, il la réécrivait littéralement, au niveau neurologique. Au bout de 6 mois, son corps avait internalisé un message complet. Tu ne te contrôles pas, tes mouvements ne t'appartiennent pas, ton espace est emprunté. Et pire encore, ce message était si profondément ancré qu'il devint automatique. Elle pouvait être seule dans sa chambre et se retrouver à bouger de ses petites manières soumises. Elle se surprenait à incliner la tête, même quand personne ne regardait. Son corps devenait son ennemi, exprimant la subjugation, même lorsqu'elle ne le choisissait pas consciemment. Le démontage psychologique se déroulait parallèlement au conditionnement physique. Les femmes introduisirent un concept qu'elles appelaient le test, présenté comme une préparation aux attentes de son mari. Sa fonction réelle était d'installer une peur absolue, de créer un état permanent d'hypervigilance, afin que, même dans les moments de supposée sécurité, le système nerveux de Zara déclenche l'alarme. Le test consistait en des scénarios élaborés, où les femmes plus âgées jouaient des situations que Zara serait censée affronter, la nuit de noces et au-delà. Une femme plus âgée, généralement la maîtresse sévère et froide nommée Zanab,
qui semblait éprouver un réel plaisir à ce travail, se positionnait comme le mari. Mais Zanab ne jouait pas le rôle du mari comme quelqu'un de gentil ou raisonnable. Elle jouait le rôle du mari, de manière capricieusement cruelle, imprévisible, en colère, impossible à satisfaire. Zara recevait l'instruction de l'approcher, de la saluer correctement, de réaliser des gestes de déférence et d'obéissance. Elle faisait tout exactement comme on le lui avait enseigné. Et puis, sans aucune variation dans la performance de Zara pour le justifier, sans aucune raison logique, la simulation devenait cruelle. Le visage de Zanab se durcissait. Sa voix devenait glace. « Tu as mal fait cela », grognait Zanab. « J'ai vu des paysans avec plus de grâce. Ton futur mari sera tellement mécontent qu'il pourrait te rejeter. Que feras-tu alors ? Retourner chez ta famille dans la honte. » Ici, elle faisait une pause, laissant l'imagination de Zara compléter la menace. « Ou tu es trop lente, trop stupide, trop maladroite. À quoi sert une épouse qui ne peut même pas apprendre à se placer correctement ? Pourquoi Hassan Khan te voudrait-il alors qu'il pourrait avoir n'importe quelle femme en Perse ? Parfois, la cruauté était plus élaborée. Zanab exécutait délibérément l'action que Zara devait saluer, de manière incorrecte, puis en blâmait Zara pour ne pas avoir répondu à l'erreur de manière exactement correcte. « Tu aurais dû savoir que je faisais cela mal. Une bonne épouse aurait deviné mes besoins et corrigé mes erreurs. Et toi, tu es restée là, comme une idiote, pendant que je m'humiliais. » La pire variation, celle qui brisa réellement quelque chose en Zara, était le traitement silencieux. Zanab agissait soudain comme si Zara n'existait plus. Elle se détournait, ne parlait qu'aux autres femmes de l'insuffisance de Zara, la traitant comme si sa présence était devenue physiquement offensante. « Je peux à peine la regarder maintenant », disait Zanab, comme si Zara n'était pas dans la pièce. La manière dont elle venait de bouger, si maladroite. Son fils Khan sera tellement déçu. Pauvre homme, sa mariée sera un tel fardeau. Et les autres femmes hochaient la tête en accord, leur silence indiquant qu'elles aussi avaient perdu tout intérêt pour Zara en tant qu'être humain. Ces moments d'effacement social total, être en présence d'autres personnes, et les voir décider collectivement que vous n'existez plus. Cela provoque quelque chose de proche de la mort psychologique. Les humains sont des êtres sociaux. La connexion sociale est aussi fondamentale que la nourriture ou l'eau. L'effacement social est une forme de torture qui ne laisse aucune trace. Chaque scénario de test était conçu pour déclencher une réponse psychologique spécifique, et le système s'assurait que chaque réaction possible de Zara était incorrecte. Si elle essayait plus fort, elle essayait trop, révélant son désespoir. Si elle restait calme, elle était froide et insuffisamment investie dans la réussite de son mariage. Si elle s'excusait pour ses échecs, elle s'apitoyait sur elle-même. Si elle acceptait les critiques sans se plaindre, elle les acceptait trop facilement et ne faisait pas réellement d'efforts. Il n'y avait aucune combinaison d'action qui aurait conduit à l'approbation. Le système lui-même était conçu pour être impossible à réussir. Cela créait un piège psychologique, bien compris dans la littérature sur le traumatisme, l'impuissance apprise. Lorsqu'une personne est placée dans une situation où aucune réponse ne conduit à un résultat positif, où tout ce qu'elle tente échoue, où la punition est aléatoire et déconnectée de ses actions, finalement, son cerveau apprend que l'effort est inutile. Elle cesse d'essayer, elle cesse de se battre. Elle intériorise la croyance qu'elle ne peut pas contrôler son environnement ni ses résultats. Ceci s'appelle l'impuissance apprise. Et c'est l'une des méthodes les plus fiables pour briser la volonté d'une personne. Le test avait lieu de manière aléatoire, à des moments imprévisibles, ce qui intensifiait l'impact psychologique. Zara pouvait être tirée de côté pendant un repas,
pouvait être interrompue pendant son court temps d'études, pouvait être confrontée en marchant dans les couloirs. L'incertitude elle-même devenait une arme. Son système nerveux était entraîné à ne jamais se détendre. Elle ne pouvait pas savoir quand elle était en sécurité, car le système s'assurait qu'aucun endroit ne l'était. La punition était suffisamment aléatoire pour que cela n'ait pas d'importance. Qu'elle exécute correctement ou incorrectement. Le résultat était toujours imprévisible, toujours potentiellement dévastateur. Elle a appris à exister dans un état de terreur permanente, un état de vigilance constante, où son rythme cardiaque était toujours légèrement élevé, où ses muscles étaient toujours légèrement tendus, où une partie de son esprit scrutait constamment la prochaine menace. Au bout de 3 mois de préparation, son corps s'était adapté à cet état, et elle cessa de dormir normalement. Elle restait éveillée pendant des heures, son esprit courant à travers des scénarios, des peurs, des « et si » quand elle dormait. S'était agitée, interrompue par des cauchemars qu'elle ne pouvait pas se rappeler au réveil, mais dont le résidu émotionnel, terreur pure, hante pure, persistait toute la journée suivante. Elle se réveillait à 3 heures du matin, en état de panique, le cœur battant si vite qu'elle pensait qu'il allait exploser, la respiration haletante, le corps entier trempé de sueur. Elle n'avait aucun souvenir clair de ce qui avait déclenché l'attaque de panique. Aucun rêve spécifique, aucune pensée ne la précédait. C'était simplement son système nerveux déclenchant l'alarme, faisant exactement ce pourquoi il avait été entraîné. Son corps était désormais une menace pour lui-même. Les femmes plus âgées remarquaient cette privation de sommeil et ces attaques de panique, et elles les louaient comme un signe de progrès. Elle commence à comprendre, Se disait-elle dans des conversations que Zara pouvait entendre, mais où elle n'était pas autorisée à intervenir. Elle développe l'anxiété appropriée, la peur appropriée. Hassan Khan la trouvera très maniable. Le manque de sommeil lui-même devint une autre arme. La privation de sommeil est reconnue comme une forme de torture. Elle dégrade les fonctions cognitives, altère la régulation émotionnelle, intensifie l'anxiété et crée un état de fragilité psychologique où la victime devient beaucoup plus susceptible à la suggestion et à la coercition. En privant Zara de sommeil, par l'état induit de terreur permanente, le système démantelait encore davantage sa résilience cognitive et émotionnelle. Puis vint le volet médical, et la fragmentation finale de Zara s'accéléra. Chaque semaine, elle était examinée par un médecin âgé nommé Dr Murza Baram, qui servait le palais depuis 30 ans, et avait examiné probablement une centaine de jeunes femmes se préparant au mariage. Ces examens étaient réalisés avec une précision clinique et une intrusivité absolue, une sorte de détachement précis provenant de la répétition. De traiter des êtres humains comme des objets à évaluer et à documenter. Il vérifiait tout défaut physique pouvant la rendre inapte comme épouse. Il testait sa flexibilité, parfois en poussant ses membres au-delà de leur amplitude normale, créant de petites douleurs qu'elle devait supporter sans se plaindre. Il prenait des mesures de son corps, sa taille, l'envergure de ses bras, le tour de ses hanches, la taille de sa poitrine, des mesures qui étaient enregistrées dans des dossiers médicaux qui existent encore dans les archives du palais et qui sont profondément troublantes à lire, car elles quantifient un être humain exactement comme on quantifierait du bétail destiné à la reproduction. Il l'examinait de manière à violer toutes les limites qu'elle possédait, d'une manière qui rendait absolument clair que son corps ne lui appartenait plus. Il appartenait à l'État, à son futur mari, aux hommes qui avaient décidé de sa valeur en fonction de sa capacité reproductive. Les examens comprenaient des examens internes, ostensiblement pour vérifier sa préparation au mariage. Même si ce que cela impliquait exactement était flou,
délibérément enveloppée d'un langage médical qui obscurcissait plus qu'il ne révélait. La pire partie de ces examens, c'était leur aléatoire et leur imprévisibilité. Zara était amenée dans la salle d'examen à différents moments de la journée, parfois après avoir mangé, parfois à jeun, parfois le matin, parfois le soir. Différents serviteurs l'assistaient, différentes pièces étaient utilisées. L'incohérence signifiait qu'elle ne pouvait pas se préparer mentalement, qu'elle ne pouvait créer aucune routine ou rituel pour l'aider à traiter ce qui se passait. Chaque examen ressemblait à une nouvelle violation. Les examens étaient présentés comme une nécessité médicale, une évaluation purement objective. Mais leur fonction psychologique était identique à l'entraînement physique et aux tests. Il lui enseignait que son corps pouvait être accédé sans son consentement, que son inconfort était irrélevant, que son autonomie physique n'était qu'une illusion qu'elle devait abandonner. Ils instillaient au plus profond d'elle-même le message qu'elle était une chose, à inspecter, à évaluer, à utiliser. Après ces examens, elle s'asseyait dans sa chambre et se dissociait, d'une manière qui devenait de plus en plus sévère. Elle fixait ses mains, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Parfois, elle touchait sa propre peau et se sentait déconnectée de la sensation, comme s'il y avait une couche de verre entre son esprit et son corps, un espace infranchissable. Une séparation qui, à bien des égards, deviendrait permanente. Cette dissociation est l'un des mécanismes de survie les plus puissants de l'esprit. Quand l'expérience devient insupportable, la conscience se retire. Elle observe de loin. Elle se sépare du corps qui est violé. C'est un mécanisme ingénieux qui permet aux gens de survivre à des choses qui devraient les briser. Mais cela a un coût permanent. La personne qui émerge de l'état dissociatif n'est jamais tout à fait la même. Elle a survécu, oui, mais l'a fait en fragmentant sa propre conscience. Rassembler ces fragments ensuite est souvent impossible. La préparation incluait également des instructions détaillées sur la réponse appropriée aux relations conjugales. Cela était transmis dans un langage codé, des instructions délibérément obscures, délivrées par une femme plus âgée nommée Saria, qui avait été l'épouse d'un gouverneur provincial et était maintenant retenue comme une sorte de tutrice en obéissance. Les instructions étaient vagues, ce qui était peut-être intentionnel. Cette ambiguïté créait un espace que Zara remplissait avec les pires interprétations possibles. Saria parlait, en termes abstraits, des besoins, d'un mari et des obligations, d'une épouse, et de l'importance de ne jamais refuser. Elle décrivait des scénarios avec un détail clinique. Comment se positionner, comment rester immobile, comment ne faire aucun bruit. Ton plaisir est irrélevant, disait Saria avec un aplomb absolu. Tes préférences sont irrélevantes. Ton confort est irrélevant. Ces concepts ne s'appliquent pas à toi. Tu existes pour servir. C'est tout. Zara ne recevait aucune explication sur ce qui allait réellement se passer. Aucune information précise sur son propre corps ou celui de son mari. Juste des instructions sur comment être passive, comment accepter, comment faire semblant que tout ce qui lui arrivait allait bien. Cette combinaison d'ambiguïté et d'instructions créait un piège psychologique parfait. Son esprit courait à travers les pires scénarios possibles. La peur générée par son imagination était probablement pire que n'importe quelle réalité. Et les femmes plus âgées le savaient. Elles encourageaient la peur. Elles l'amplifiaient à travers leurs avertissements cryptiques sur ce qui arrive lorsqu'une épouse n'est pas préparée. Au 5e mois, Zara commençait à expérimenter ce que la psychologie moderne reconnaîtrait comme une dépersonnalisation. Parfois, elle se voyait agir de l'extérieur de son corps, s'observant traverser sa journée comme si elle était un personnage d'histoire, et non une personne vivante. Elle entendait sa propre voix, ses phrases formelles soigneusement restreintes,
comme si quelqu'un d'autre parlait. L'effondrement survint la dernière semaine avant son mariage. Elle fut amenée dans une chambre privée et on lui montra une série d'objets qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Des instruments sexuels, des objets dont elle ne comprenait pas le but, mais qui existaient clairement pour des usages qu'on l'encourageait à craindre. La femme plus âgée présentant ces objets, c'était encore Zinab. Cette maîtresse froide de la dévastation psychologique les décrivait sans aucune inflexion émotionnelle, juste des faits, délivrés d'une voix comme celle d'un catalogue. Ton mari pourrait souhaiter utiliser ceci, tu ne t'y opposeras pas, tu ne résisteras pas, tu ne ressentiras pas la douleur, car tu auras appris à ne pas ressentir. Zara sentit quelque chose se briser en elle pendant cette conversation. Pas de manière métaphorique, il y eut une véritable sensation de fracture intérieure, un moment où elle pouvait sentir la capacité de son esprit à se protéger simplement s'éteindre. Elle commença à avoir des crises de panique. Elles survenaient sans avertissement. Son cœur s'accélérait à une vitesse qui la faisait penser qu'elle allait mourir. Sa respiration haletait, sa vision se brouillait. Le médecin fut appelé. Il lui administra un sédatif, une sorte de préparation opiacée, qui serait donnée régulièrement à partir de ce moment-là. Les sédatifs la rendaient engourdie, moins capable de ressentir la terreur, mais aussi moins capable de ressentir quoi que ce soit. Elle existait dans un brouillard, traversant ces derniers jours de préparation avec une sorte de conformité stupide que les femmes plus âgées interprétaient comme un succès. Le jour du mariage arriva un matin de novembre. Le ciel était gris. Le vent portait la promesse de l'hiver. Elle fut habillée par des servantes. Elle bougeait efficacement, ne lui parlant pas, traitant son corps comme un objet à envelopper et à préparer. La robe de mariée était extraordinairement belle, soie blanche brodée de fils d'or, si lourd qu'elle pouvait à peine tenir debout. Ses cheveux étaient arrangés dans un style élaboré, qui prit 4 heures. Son visage était maquillé pour ressembler à une poupée de porcelaine. Belle et sans vie, elle reçut des bijoux ayant appartenu aux épouses précédentes, y compris certains qui avaient appartenu à la deuxième femme de Hassan Khan, celle qui était morte de mélancolie. Personne ne lui mentionna cette connexion, mais elle l'entendit par les servantes. Tout dans sa préparation ce jour-là semblait conçu pour chuchoter le message. Tu es jetable, tu es remplaçable. Ce qui t'arrive importe moins que ce que tu représentes. La cérémonie elle-même fut heureusement brève. Elle fut amenée devant un mule, son mandataire. Un parent masculin plus âgé, qu'elle connaissait à peine, représentait son consentement. On lui demanda si elle était d'accord. Et quand elle ne répondit pas, un serviteur la poussa légèrement. Et elle émit un son interprété comme un assentiment. Les paroles furent récitées. Le contrat fut signé. Elle était désormais l'épouse de Hassan Khan. La célébration dura 6 heures. Elle resta immobile sur un trône rembourré, tandis que des centaines de personnes défilaient devant elle, la félicitant, offrant des bénédictions, mangeant, célébrant une union qu'elle n'avait pas choisie. Elle s'en souvenait très peu. Les sédatifs l'avaient maintenue dans un état de dissociation fonctionnelle. Elle voyait et entendait ce qui se passait autour d'elle, mais elle ne pouvait pas vraiment s'y connecter émotionnellement. À la tombée de la nuit, les femmes commencèrent à la préparer pour la nuit de noces. Elle fut baignée par des servantes. Dans de l'eau parfumée de pétales de rose et de parfums, elle fut vêtue d'une fine robe de soie qui laissait à peine son corps couvert. Ses cheveux furent laissés lâches dans son dos, un signal de sa virginité. On lui donna un autre sédatif, plus fort que le précédent. Puis elle fut conduite dans la chambre nuptiale par la superviseuse des mariés, une femme ancienne nommée Mariam, dont le visage ressemblait à une pomme séchée, et dont les yeux ne portaient jamais la moindre émotion. La chambre avait été préparée avec un soin énorme. Les murs étaient drapés de soie rouge. Des bougies étaient partout,
projetant une lumière chaude, étrangement obscène par sa beauté. Sur le lit, le linge le plus fin, blanc et immaculé. Tout dans la pièce était conçu pour paraître accueillant, presque séduisant. Une contradiction, soigneusement calculée avec la terreur que Zara portait dans sa poitrine. Mariam la positionna sur le lit. « Reste ici, dit-elle. Il viendra. Tu feras ce que l'on t'a appris. Tu ne résisteras pas. Tu ne parleras que si l'on t'adresse directement la parole. Tu ne pleureras pas. » Puis elle se retourna et partit. Et Zara entendit le bruit de la porte verrouillée de l'extérieur. Elle resta assise dans cette chambre, dans cette pièce magnifique, chaque nerf de son corps hurlant. Les sédatifs la rendaient embrumée, mais pas assez pour l'empêcher de comprendre ce qui allait se passer. Elle tenta de réfléchir pour se préparer, mais son esprit avait été si complètement démantelé pendant 6 mois qu'elle ne trouvait aucun fragment intact. Elle ne trouvait aucune part d'elle-même qui sache comment survivre à cela. Quand Hassan Khan entra dans la chambre 1 heure plus tard, il était partiellement ivre. Il ne la salua pas. Il ne lui parla pas. Il commença simplement à enlever ses vêtements. Elle regardait cela comme à travers une vitre. Les sédatifs avaient séparé sa conscience de son corps si efficacement qu'elle pouvait s'observer être touchée sans vraiment le ressentir. Elle resta allongée là où elle avait été positionnée. Elle ne fit aucun son. Elle ne résista pas. Elle avait été trop bien entraînée pour cela. Ce qui dura peut-être 20 minutes parut durer des heures. Quand ce fut terminé, il s'habilla et partit sans lui adresser la parole. Elle resta sur le lit, toujours dissociée, toujours embrumée, son corps n'étant plus vraiment sien. Les femmes plus âgées entrèrent dans la chambre alors qu'il faisait encore sombre. Elles vérifièrent les draps pour toute trace de sang, la preuve physique de sa virginité. Ayant trouvé ce qu'elles devaient trouver, elles partirent, satisfaites que la transaction ait été accomplie avec succès. Et puis, quelque chose à l'intérieur de Zara se brisa. Ce qui avait déjà été brisé se fracassa d'une manière qu'elle ne pourrait jamais entièrement réparer. Les cris qui résonnèrent dans le palais cette nuit-là, ce son qui terrifia les serviteurs et fit détourner le regard des gardes. C'était le son de son esprit qui cédait enfin, pas à la nuit de noces elle-même. Celle-ci aurait été supportable grâce à la dissociation. Les cris, c'était le moment où sa dissociation échoua, le moment où elle réhabita soudainement son corps pleinement et ressentit tout. 6 mois de terreur accumulée, de violation, de razzia, la destruction physique et psychologique de tout. Elle avait été tout cela à la fois. Au matin, les médecins furent appelés. Ils administrèrent de fortes doses de sédatifs. En quelques jours, elle entra dans une sorte de brouillard permanent. Elle se conforma à tout ce qu'on lui demandait. Elle donna naissance à un fils dans l'année. Elle eut 3 autres enfants au cours des 8 années suivantes. Elle accomplit ses devoirs d'épouse avec une obéissance exemplaire. Selon toutes les mesures officielles, elle était un succès parfait. Mais la fille qui avait autrefois aimé lire de la poésie, qui avait un esprit assez vif pour comprendre des textes philosophiques complexes, qui posait des questions qui étonnaient ses tutrices, cette fille avait disparu. À sa place, une femme traversait la vie comme un fantôme, ne répondant que lorsqu'on lui parlait, semblant seulement partiellement, présente même lorsqu'elle regardait quelqu'un directement. Elle vécut encore 37 ans. Elle mourut à 53 ans. La cause officielle enregistrée était une maladie de dépérissement, bien que les médecins du palais notassent dans leur correspondance privée qu'elle semblait simplement avoir abandonné, comme si son corps, ayant absorbé tant de traumatismes, avait finalement décidé que l'existence était trop épuisante pour continuer. Ce qui est arrivé à Zara n'était pas unique. Au cours du siècle et demi de règne des Qajars, ce même rituel se répétait. Des dizaines de filles royales ont subi une variation de ce processus. Les protocoles de préparation variaient légèrement selon l'âge,
de la mariée et le statut de son futur mari. Mais le principe fondamental restait identique. Briser la volonté de la fille, effacer son autonomie, installer la soumission au niveau neurologique, puis la livrer à son mari comme un instrument parfaitement obéissant. Nous connaissons les noms de nombreuses de ces femmes, et leurs histoires suivent des schémas prévisibles. Il y eut la princesse Ashraf, mariée à l'âge de 15 ans en 1823, dont le journal personnel, découvert dans les archives du palais en 2003, documente une écriture de plus en plus incohérente. Sa chute psychologique progressive pendant la préparation. Au 4e mois, ses entrées deviennent déconnectées, passant d'une phrase à l'autre sans lien. Pas moi-même. Toujours observé. Je ne me souviens pas pourquoi je bouge ainsi. Quand mon corps a-t-il cessé d'être à moi? Au 6e mois, les entrées cessent entièrement. La princesse Fatima, mariée en 1856, aurait tenté de se cacher dans les jardins du palais pour éviter les appartements de son mari lors de sa nuit de noces. Elle fut retrouvée après plusieurs heures dans un état de catatonie complète. Les archives du médecin la décrivent comme insensible aux stimuli, pupilles fixes, signes vitaux à peine détectables. Elle se rétablit partiellement au cours des semaines suivantes, mais elle ne fut jamais la même. Jamais pleinement reconnectée avec le monde conscient. La princesse Nosra, mariée en 1841, est documentée dans une correspondance entre sa sœur aînée et une tante de confiance, comme ayant perdu toute capacité de pensée indépendante après sa préparation. La lettre décrit Nosrat comme se déplaçant dans le palais comme une poupée, manipulée par des fils invisibles, ne parlant que lorsqu'on s'adressait à elle, semblant inconsciente de son environnement. Ces cas n'étaient pas rares, ils étaient la norme. La préparation était conçue pour produire exactement ce résultat. L'Empire ne cherchait pas à briser ces femmes par accident. Il les brisait systématiquement et intentionnellement. Et la constance avec laquelle cela fonctionnait suggère que les opérateurs du système comprenaient exactement ce qu'ils faisaient. À un niveau neurologique et psychologique, les archives historiques de cette période sont fragmentaires à certains égards, mais troublantes par leur précision à d'autres. Les Qajars, contrairement aux Ottomans, ont laissé moins de documents officiels concernant leurs pratiques au palais. Mais ce qui survit, dans des lettres éparses, dans les journaux codés des médecins, dans les témoignages fragmentaires consignés par des membres féminins de la famille, dans des lettres de sœur à sœur décrivant ce qu'elles avaient observé, dans les récits ultérieurs de femmes âgées dictant leur expérience à des chercheurs, ce qui subsiste raconte une histoire profondément cohérente. Les mariés redoutaient la préparation plus que la nuit de noces elle-même. La destruction psychologique était intentionnelle. L'Empire comprenait qu'une jeune femme pouvait voir sa peur transformée en arme, que l'anticipation de la violation était souvent plus destructrice que la violation elle-même. Les médecins du palais qui consignaient leurs observations semblent comprendre, à un certain niveau, ce qui se passait, même s'ils utilisaient un langage clinique pour l'obscurcir. Le journal d'un médecin, de 1834, décrit une mariée 4 semaines après le début de sa préparation, en termes qui, traduits du langage médical formel perse, signifiaient « La patiente présente des signes d'effondrement psychologique systématique, dissociation, anxiété persistante, privation de sommeil, régulation autonome diminuée, appropriée à son but prévu ». Cette phrase « appropriée à son but prévu » révèle quelque chose de crucial. Les médecins ne cherchaient pas à guérir ces femmes. Ils surveillaient l'efficacité de leur destruction psychologique. Ils mesuraient le succès en fonction de la manière dont la femme avait été brisée. Certaines princesses tentèrent de résister. Il existe des récits épars de jeunes filles qui refusèrent de coopérer à leur préparation, qui parlaient alors qu'elles n'en avaient pas le droit, qui essayaient de maintenir un fragment de leur autonomie face à un système
conçus pour l'effacer complètement. Leur résistance est peut-être la partie la plus déchirante de cette histoire, car elle documente non pas le succès du système, mais la force psychologique profonde nécessaire pour lui faire face, et comment cette force a finalement été brisée par des moyens systématiques. Une princesse, dont le nom n'apparaît que sous « sus » dans les documents survivants, aurait refusé d'exécuter les 8 mouvements de soumission, affirmant qu'une telle dégradation physique était incompatible avec la dignité royale. Elle ne fut pas battue. À la place, elle fut complètement isolée. Tous ses repas lui étaient apportés dans sa chambre scellée. Toutes les autres personnes reçurent l'ordre de l'ignorer totalement. Les serviteurs ne devaient ni la regarder, ni lui parler, ni reconnaître son existence d'aucune manière. Elle existait dans un état de mort, sociale complète tout en étant encore physiquement vivante. Après 3 semaines de ce traitement, elle commença à exécuter parfaitement les mouvements. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle coopérait soudainement, elle aurait répondu « Parce que je n'existe plus. Je ne peux refuser ce qu'un fantôme ne peut pas faire. » Une autre jeune fille, la princesse Mariam, tenta de se lier d'amitié avec une servante qui lui avait témoigné de la gentillesse. Toutes deux furent immédiatement séparées. Mariam fut informée que la servante était morte. Qu'il s'agisse d'une vérité ou d'une manipulation psychologique calculée, le résultat était clair. Mariam comprit que tenter une connexion entraînait la destruction de cette connexion. Elle ne tenta jamais à nouveau de former une relation. Une troisième princesse, dont la préparation eut lieu en 1867, aurait essayé de cacher des livres dans sa chambre. Elle avait été une intellectuelle avant ses fiançailles, aimait la littérature et la philosophie, et tentait de préserver cette part d'elle-même. Les livres furent découverts et brûlés devant elle. On lui dit que ses intérêts intellectuels étaient la source de sa désobéissance, de son refus d'accepter correctement sa place. La lecture était présentée comme une sorte de maladie mentale que la préparation était censée guérir. Après cela, elle ne lut plus jamais. Une princesse aurait été maintenue dans une chambre verrouillée pendant 17 ans après sa nuit de noces, après être devenue, selon les archives du palais, ingérable à la suite de ce qui semble avoir été une rupture psychotique complète. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Nous n'avons aucun document sur sa vie après cela. Elle disparut de la documentation, ce qui, à certains égards, peut être considéré comme une forme de clémence. Cela signifiait qu'elle n'avait plus à jouer le rôle de l'épouse obéissante. Mais cela signifiait aussi qu'elle était perdue pour l'histoire. Sa souffrance entièrement effacée. L'Empire justifiait ce système par de multiples couches de narration, chacune conçue pour obscurcir ce qui se passait réellement. C'était présenté comme nécessaire à la stabilité sociale. Les épouses royales devaient être absolument obéissantes, sinon elles déstabiliseraient les structures politiques que leur mariage était censé sécuriser. On présentait cela comme protecteur. C'était le seul moyen de s'assurer qu'une jeune fille ne serait pas détruite par le choc de la féminité, par la perte soudaine de protection qu'entraîne le départ du foyer familial. On décrivait cela comme traditionnel, comme simplement la manière dont les choses avaient toujours été faites, comme si le précédent historique pouvait justifier la destruction systématique de l'esprit des jeunes femmes. Aucune de ces justifications ne résiste à l'examen. Elles étaient et restent des rationalisations offertes par des personnes qui avaient commis ou étaient sur le point de commettre un immense mal. C'était des façons de détourner le regard, des façons de prétendre que la torture psychologique délibérée était autre chose, quelque chose de plus acceptable, quelque chose qui pouvait être nommé avec un langage euphémique et ainsi rendu invisible. Les femmes qui administraient ce système, les surveillantes des mariés, les maîtresses du rituel, les gardiennes de la bienséance, n'étaient pas des monstres dans le sens conventionnel du terme. La plupart d'entre elles avaient elles-mêmes traversé la préparation des décennies auparavant.
Elles y avaient survécu en internalisant sa logique, en se répétant que ce qui leur était arrivé était normal, nécessaire, voire protecteur. En devenant les administratrices du traumatisme plutôt que ses victimes, elles trouvaient un moyen de maintenir l'illusion de posséder pouvoir et autorité. La vérité qu'elles ne pouvaient pas articuler mais qu'elles comprenaient à un certain niveau, était qu'elles reproduisaient les systèmes qui les avaient victimisées, transmettant le processus de destruction à la génération suivante, et qu'en agissant ainsi, elles perpétuaient leur propre traumatisme originel. Comprendre la préparation des mariés. Kaja n'est pas un exercice de supériorité sur le passé, ni une manière de se féliciter du chemin parcouru. C'est un exercice de reconnaissance des schémas qui sont encore actifs, encore dangereux, encore destructeurs pour des personnes aujourd'hui. La différence est qu'à présent nous avons le langage pour décrire ce qui se passe. Nous pouvons l'identifier, nous pouvons le nommer, nous pouvons pointer du doigt les systèmes utilisant ces techniques et dire « Ceci est de la torture psychologique, ceci est du contrôle coercitif, ceci est inacceptable ». Et nommer cela est la première étape pour refuser que cela se reproduise, pour construire des systèmes et des communautés où ce type de destruction est immédiatement reconnu et stoppé. La technique Kaja de destruction de l'autonomie par des moyens purement psychologiques devint le modèle d'un siècle d'abus. Ces mécanismes ont été étudiés, adoptés et perfectionnés par des agences de renseignement lors d'interrogatoires. Ils ont été adaptés par des sectes conçues pour briser les recrues. Ils ont été affinés dans des laboratoires de psychologie, étudiant le contrôle coercitif. Ils sont actuellement utilisés dans les relations intimes, dans les familles abusives, dans les régimes autoritaires. Le savoir accumulé par les Kajas, la compréhension de la manière dont on peut détruire complètement la volonté d'une personne sans laisser de traces, ce savoir a quitté le palais. Il s'est répandu, il s'est multiplié. Il est devenu un plan directeur pour le contrôle. C'est pourquoi cette histoire est importante. C'est pourquoi nous devons connaître ce qui est arrivé à Zara et à toutes les autres princesses. Pas comme un artefact d'un passé lointain, mais comme la reconnaissance de techniques qui n'ont jamais cessé d'être utilisées, comme un avertissement sur ce dont les systèmes sont capables lorsqu'ils décident que briser un être humain est une politique acceptable. Zara mourut en 1884, à 53 ans. Sa mort à peine notée par le palais ou par les historiens ultérieurs. Une brève mention dans les archives du palais. L'épouse de Hassan Khan s'éteignit après une longue maladie. Elle eut 4 enfants, tous survivants. Son tombeau fut construit conformément à la coutume. C'était tout. La brillante jeune femme qui avait aimé étudier et lire de la poésie, qui avait posé des questions profondes sur l'astronomie et l'histoire, qui avait rempli des journaux d'observation, de croquis et d'idées. Cette femme fut remplacée par un fantôme qui traversa le monde, avec une conformité dissociée pendant près de 4 décennies. Ses enfants eurent du succès selon les mesures impériales. Son fils aîné devint un fonctionnaire gouvernemental d'une certaine importance. Ses filles épousèrent d'autres fonctionnaires et poursuivirent le cycle. Son mari prit finalement 2 autres épouses et eut des enfants avec elles également. Selon les critères utilisés par l'Empire pour mesurer le succès, le mariage avait été un triomphe. Il avait parfaitement servi son objectif politique. Il avait produit des héritiers. Il avait lié Hassan Khan plus fermement au trône. Il avait accompli tout ce qu'on attendait de lui. Mais dans les décennies suivant sa mort, des femmes qu'il avait connues, ses sœurs, ses cousines, des servantes âgées ayant travaillé au palais, remarquaient parfois la tragédie de son sort à ceux en qui elles avaient confiance. Pas la tragédie d'avoir été mariée pour des raisons politiques. Elles vivaient dans un monde où cela était considéré comme normal, inévitable, le prix de naître femme et royale. La tragédie qu'elles exprimaient était tout autre.
Quelque chose de fondamental en Zara était mort. Elle disait cela bien avant que son corps cesse de fonctionner. Elle se souvenait de la jeune fille qu'elle avait été avant la préparation. Elle parlait d'une voix basse et prudente de combien elle était devenue complètement différente, combien elle était présente avant et absente après, comme si quelqu'un avait pratiqué une sorte de chirurgie interne sur sa conscience, retirant les parties qui faisaient d'elle une personne et ne laissant que celles qui la rendaient utile. Elle comprenait, sans avoir le vocabulaire pour l'exprimer en termes psychologiques modernes, qu'on lui avait fait subir quelque chose de systématique, quelque chose délibérément conçu, quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'amour, la tradition ou même la préparation pratique au mariage. Quelque chose qui avait tout à voir avec le pouvoir de prendre un être humain et de la remodeler complètement, d'effacer qui elle était et de construire quelqu'un de nouveau à sa place, de le faire si complètement que même elle ne pourrait pas vraiment se souvenir de sa version originale. Il a fallu aux historiens de la fin du XXe siècle pour donner à cette compréhension intuitive une structure et des preuves. Il a fallu le travail minutieux d'assembler des documents épars, les entretiens soigneux avec des survivantes et les descendants de survivantes, le recoupement avec la compréhension psychologique contemporaine du traumatisme, pour confirmer ce que certains avaient toujours pressenti à un certain niveau. La préparation des mariés. Kaja n'était pas une conséquence malheureuse du patriarcat. Ce n'était pas un effet secondaire triste des pratiques matrimoniales traditionnelles. C'était le pouvoir patriarcal opérant à son efficacité maximale, s'immisçant dans l'esprit des jeunes femmes nées, démantelant systématiquement leur capacité de pensée autonome, et ce, avec une telle précision que la destruction était presque invisible. L'Empire comprenait la psychologie avant qu'elle n'ait un nom. Les opérateurs du palais comprenaient ce que nous appelons maintenant l'impuissance acquise, la dissociation, le contrôle coercitif, le traumatisme psychologique. Ils le comprenaient non par l'éducation formelle ou l'étude théorique, mais par l'application pratique, des générations d'essais et d'erreurs, l'observation de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas, le raffinement de techniques produisant l'état psychologique souhaité. Ce savoir accumulé à travers la destruction systématique de dizaines de jeunes femmes n'a jamais été consigné quelque part où il aurait pu être étudié ou enseigné formellement. Il était transmis de femme à femme, des femmes âgées qui administraient la préparation aux jeunes femmes qui finiraient elle-même par devenir administratrice. C'était une tradition orale dans le pire sens du terme, un transfert de connaissances qui perpétuait la souffrance. Il a fallu aux historiens de la fin du XXe siècle pour donner à cette compréhension une structure et des preuves. Il a fallu rassembler des documents épars, mener des entretiens avec des survivantes, recouper avec la compréhension psychologique du traumatisme, pour confirmer ce que certains avaient toujours pressenti. La préparation des mariés. Qajar n'était pas une conséquence malheureuse du patriarcat. C'était le pouvoir patriarcal opérant à son efficacité maximale, s'immisçant dans l'esprit des jeunes femmes nées, démantelant systématiquement leur capacité de pensée autonome. Et ce qui rend cette histoire importante aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'elle se soit produite, c'est que les mécanismes qu'ils utilisaient, l'isolement, la surveillance, le contrôle de la parole, la punition aléatoire, l'installation d'une hypervigilance, les violations répétées de l'autonomie physique, la création délibérée de traumatismes, ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont les mécanismes du contrôle coercitif qui opèrent encore dans le monde aujourd'hui. Ils sont utilisés par des abuseurs dans des relations intimes. Ils sont utilisés par des sectes. Ils sont utilisés par certains États contre leur propre population. Les Qajar n'ont pas inventé ces mécanismes, mais ils les ont affinés. Ils les ont systématisés. Ils ont prouvé qu'il était possible de briser complètement la volonté d'une personne
par des moyens purement psychologiques. Ce qui rend cette histoire importante aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'elle se soit produite, c'est que les mécanismes qu'ils utilisaient, l'isolement, la surveillance, le contrôle de la parole, la punition aléatoire, l'installation d'une hypervigilance, les violations répétées de l'autonomie physique, la création délibérée de traumatismes, ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont les mécanismes du contrôle coercitif qui opèrent encore dans le monde aujourd'hui. Ils sont utilisés par des abuseurs dans des relations intimes. Ils sont utilisés par des sectes pour briser de nouveaux membres. Ils sont utilisés par certains États contre leur propre population. Ils sont utilisés dans la guerre psychologique. Les Kajas n'ont pas inventé ces mécanismes. Ils n'ont pas créé le contrôle coercitif ni le traumatisme psychologique comme instrument de pouvoir. Mais ils les ont affinés. Ils les ont systématisés avec une précision remarquable. Ils ont prouvé empiriquement qu'il était possible de briser complètement la volonté d'une personne par des moyens purement psychologiques, sans l'inefficacité de la violence physique, sans laisser de marque, sans créer le type de preuve qui devient embarrassant à expliquer pour un empire. Ce savoir, cette compréhension, de la manière dont on pouvait détruire complètement l'autonomie de quelqu'un sans laisser de bleu, c'est l'héritage dangereux de cette histoire. C'est un savoir qui se transmet, qui se propage, qui est utilisé. Les techniques développées dans les chambres des palais de la Perse du XIXe siècle ont été utilisées par les agences de renseignement lors des interrogatoires du XXe siècle. Elles ont été adaptées et affinées par des personnes qui avaient étudié le traumatisme et compris la psychologie. Elles sont devenues le modèle de ce que nous appelons aujourd'hui la torture psychologique et ce que la communauté de résistance à la torture identifie dans les groupes à contrôle strict et les relations abusives. Comprendre la préparation des épouses Kaja n'est pas un exercice d'appréciation de nos progrès. C'est un exercice de reconnaissance de motifs encore actifs, encore dangereux, encore destructeurs pour les personnes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le langage pour ce qui se passe. Nous pouvons l'identifier, nous pouvons le nommer. Et nommer, c'est le premier pas pour refuser que cela se reproduise. L'aspect le plus troublant de cette histoire est l'efficacité complète de ce système. La plupart des épouses ayant subi la préparation sont devenues exactement ce que le système voulait qu'elles deviennent. Obéissantes, dociles, incapables d'affirmer leurs propres besoins ou préférences, psychologiquement piégées dans des schémas de soumission si profondément enracinés qu'elles ne pouvaient même pas les reconnaître comme des chaînes. Elles ont élevé leurs enfants dans ces schémas. Elles ont transmis le traumatisme, souvent à leurs propres filles. Le système s'est perpétué sur plusieurs générations parce que ces victimes sont devenues, dans de nombreux cas, ses administratrices. Une fille qui avait été brisée pouvait, si elle survivait, devenir l'une des femmes qui briserait de la génération suivante de filles. Traumatisme comme héritage, abus comme tradition. Ce qui est arrivé à ces femmes n'était pas de l'amour. Ce n'était pas une préparation au sens honnête du terme. Ce n'était pas la tradition au sens significatif. C'était une torture psychologique soigneusement conçue, administrée par l'État avec pleine conscience de ce qu'il faisait, pour assurer une conformité absolue. Et cela est resté caché pendant plus d'un siècle. Pas parce que les preuves n'existaient pas, mais parce que les femmes qui avaient survécu ne pouvaient souvent pas en parler. Parce que l'Empire avait structuré le traumatisme de telle manière que les victimes elles-mêmes avaient été psychologiquement formées à défendre le système qui les avait détruites. Si cette histoire vous a bouleversé, et elle le devrait absolument, alors abonnez-vous à cette chaîne, car les archives de l'histoire sont absolument remplies de ces récits. Des histoires que les empires ont tenté d'enterrer sous des couches de langage bureaucratique et de silence officiel.
Des histoires que les femmes ont survécues et transmises malgré des systèmes conçus délibérément pour les effacer. Des histoires qui comptent. Et dans les commentaires, dites-moi quelles autres histoires royales cachées vous souhaitez voir exposées. Quelle femme dont la souffrance a été délibérément enterrée par les récits officiels voulez-vous entendre? Quelles histoires les empires ont-ils essayé de garder enfermées? Parce que ces histoires n'ont pas leur place à prendre là, poussière dans des archives, derrière des portes verrouillées. Elles appartiennent à la conscience collective. Elles appartiennent à des espaces comme celui-ci, où nous pouvons les reconnaître, les honorer, refuser de les laisser disparaître dans le silence que les empires préfèrent. D'où écoutez-vous? Je veux savoir que cette vérité traverse les océans et les frontières, que des gens partout apprennent ce que leurs empires ont tenté de cacher. C'est cela qui rend cette histoire importante. Pas qu'elle se soit passée il y a des siècles, mais le fait de savoir qu'elle s'est passée change notre compréhension du pouvoir, du traumatisme et de la destruction systématique de la volonté autonome. Cela change la manière dont nous reconnaissons ces schémas quand nous les voyons se manifester. Aujourd'hui, l'histoire des mariés Qajar est un rappel que l'histoire n'a pas fini avec nous. Cela résonne à travers le temps. Cela nous enseigne ce dont les systèmes sont capables lorsqu'ils mettent toute leur force dans la destruction des êtres humains. Et cela nous rappelle que la violence la plus efficace est souvent celle qui ne laisse aucune trace. Celle qui se produit dans l'esprit de quelqu'un, celle qu'un empire peut soigneusement cacher pendant 100 ans, jusqu'à ce que des chercheurs patients finissent par tirer le rideau. Comprendre la préparation des mariés. Qajar n'est pas un exercice pour se sentir supérieur au passé, ni pour se féliciter de nos progrès. C'est un exercice pour reconnaître des schémas encore actifs, encore dangereux, encore destructeurs pour les gens aujourd'hui. La différence, c'est qu'à présent nous avons le langage pour ce qui se passe. Nous pouvons l'identifier. Nous pouvons le nommer. Nous pouvons pointer du doigt les systèmes utilisant ces techniques et dire « Ceci est de la torture psychologique. Ceci est du contrôle coercitif. Ceci est inacceptable. » Et cette nomination est la première étape pour refuser que cela se reproduise, pour construire des systèmes et des communautés où ce type de destruction est immédiatement reconnu et stoppé. La technique Qajar de destruction de l'autonomie par des moyens purement psychologiques est devenue le modèle pour un siècle d'abus. Ces mécanismes ont été étudiés, adoptés et perfectionnés par les agences de renseignement menant des interrogatoires. Ils ont été adaptés par des sectes conçues pour briser les recrues. Ils ont été perfectionnés dans des laboratoires de psychologie. Étudiant le contrôle coercitif, ils sont actuellement utilisés dans les relations intimes, dans les familles abusives, dans les régimes autoritaires. Le savoir accumulé par les Qajar, la compréhension de la manière dont on pouvait détruire complètement la volonté de quelqu'un sans laisser de traces. Ce savoir a échappé au palais. Il s'est répandu. Il s'est multiplié. Il est devenu un plan directeur pour le contrôle, utilisé encore aujourd'hui contre des personnes vulnérables chaque jour. C'est pourquoi cette histoire est profondément importante. C'est pourquoi nous devons savoir ce qui est arrivé à Zara et à toutes les autres princesses, non pas comme un vestige d'un passé lointain, mais comme reconnaissance de techniques qui n'ont jamais cessé d'être utilisées, comme avertissement sur ce dont les systèmes sont capables lorsqu'ils décident que briser un être humain est une politique acceptable, comme preuve que la destruction psychologique peut être perfectionnée, systématisée et transmise de génération en génération. Jusqu'à la prochaine fois. Souvenez-vous de ceci, l'histoire officielle n'est que rarement l'histoire vraie. L'histoire qu'on enseigne à l'école a été éditée pour le confort, simplifiée pour une consommation facile.
dépouillée de la complexité et de l'horreur qui la rendent réelle. Ce que nous faisons ici, c'est lire la version non éditée, la version que les empires ne voulaient pas voir écrite. Et c'est là que commence la véritable compréhension. Pas dans les récits confortables, mais dans les vérités difficiles qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur le pouvoir, la tradition et la résilience humaine.